Rachel Hale, 34 ans. Elle fut trouvée tôt le matin du 7 septembre, attachée au rail par une sangle de chargement. À 2h25, la caméra automatique de la draisine Air-Eve 502 enregistra le moment de l'impact. Qui avait amené Rachel là-bas et pourquoi? Voilà la principale énigme. Le signal d'alarme parvint au poste de l'opérateur de la section ferroviaire CN à 2h33. La caméra de la draisine technique Air-Eve 502, qui circulait régulièrement sur les voies, avait détecté un obstacle inhabituel sur les rails. La patrouille, arrivée sur les lieux une demi-heure plus tard, confirma rapidement les pires craintes. Sur les rails se trouvait une femme. Sa partie supérieure était fermement serrée par une puissante sangle de chargement. Les poignets étaient fixés par un seul lien plastique. Le visage dirigé vers le haut, le regard figé. À 5h45, la police confirma l'identité. Rachel Hale, 34 ans. La dernière activité du téléphone de Rachel fut enregistrée à 23h41. L'appareil passa en mode avion. Pourquoi elle décida de disparaître des radars à ce moment précis? Voilà la question clé. À partir de ce moment, tous les moyens standards de traçage des déplacements devinrent inutiles. Le seul repère fut le bracelet fitness. Il conserva les coordonnées GPS de Rachel directement dans la zone du camping abandonné près des voies CN. Sur le chemin de terre qui menait du lieu de l'incident vers l'autoroute Chui 16, la police trouva des traces de pneus fraîches. Ces traces montraient clairement qu'une voiture était arrivée sur le lieu des événements et l'avait quitté précipitamment par le même chemin. Quelqu'un n'avait manifestement pas prévu de s'attarder ici plus longtemps que nécessaire. Les premières étapes de l'enquête menèrent à Curtis Hale, l'ex-mari de Rachel. Leur relation était connue pour sa tension. 5 ans de mariage s'achevèrent par un divorce conflictuel. Curtis ne cachait pas son irritation face à la nouvelle vie de Rachel, notamment ses nouvelles fréquentations. Ces dernières semaines, des témoins avaient vu à plusieurs reprises des explications publiques entre les ex-époux. La deuxième personne importante qui attira l'attention de la police fut un ami commun de l'ancien couple, Jason L. Il fréquentait souvent leur compagnie, avait été témoin de disputes et connaissait bien les détails de la vie des deux. La nuit où tout s'était passé, Jason déclara à la police qu'il était chez lui et menait un stream de sessions de jeux sur Internet. À première vue, l'alibi semblait solide, mais la vérification n'était pas encore terminée. Les déclarations de Jason soulevèrent des doutes chez les enquêteurs. Le stream, selon ses dires, était diffusé en direct toute la nuit, mais les experts découvrirent des signes possibles qu'une partie de la transmission avait été préenregistrée. Une telle pratique n'est pas rare chez les streamers. Elle donne la possibilité de s'absenter brièvement sans interrompre le flux vidéo. En conséquence, l'alibi de Jason L. fut remis en question. Les enquêteurs admettent qu'il aurait pu être absent précisément pendant les heures où Rachel fut amenée sur la voie de garage CN. Pour l'instant, Jason conserve le statut de témoin possible, mais ces déclarations nécessitent une vérification et une confirmation minutieuse. Le fragment de données le plus significatif provint de la caméra routière installée sur Athabasca Falls RD. À 22h57, la caméra enregistra un Chevy Colorado argenté se dirigeant par le chemin de campagne vers le lieu de l'incident. Le véhicule se déplaçait lentement, avec assurance, comme si le conducteur savait exactement où il allait et pourquoi. Mais à 3h12, quand le même Chevy revint, la caméra ne fixa qu'une seule personne dans l'habitacle de la voiture. Les questions des enquêteurs furent simples. Si Rachel se rendait à ce camping dans cette voiture, où avait-elle disparu au moment du voyage de retour? Et qui exactement conduisait le Chevy cette nuit-là? Pour répondre à ces questions, l'enquête s'adressa au principal suspect. Curtis Hale, l'ex-mari de Rachel, devint la figure centrale de l'investigation. Sa biographie, ses actions, ses motifs sont maintenant sous contrôle particulier. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi il s'est retrouvé au centre de cet incident mystérieux. Tôt le matin du 8 septembre, la police entre dans la petite maison de Curtis Hale à Hinton avec le mandat numéro CN 230 908-07. Curtis Hale, soudeur, ex-mari de Rachel Hale.
Statut : principal suspect. Lors de la perquisition, l'ordinateur portable de travail attire l'attention des détectives. À l'écran était réduit un document au format PDF avec l'horaire détaillé du mouvement de la draisine technique RIV 502. Les données semblent officielles, comme si elles avaient été obtenues auprès d'un employé du service de répartition ferroviaire. L'expert technique de la police confirme rapidement: Curtis avait ouvert et consulté ce fichier à plusieurs reprises au cours des 2 dernières semaines. Les dates et heures d'ouverture coïncident avec les heures du soir après sa journée de travail, quand il semblait n'y avoir aucune nécessité d'étudier l'horaire de service du transport ferroviaire. La police n'établit pas encore si Curtis a obtenu l'horaire directement d'un employé de la compagnie ferroviaire ou si c'était un accès obtenu par d'autres moyens. Cependant, le fait reste évident. Curtis Hale connaissait l'heure exacte et l'itinéraire de passage de la draisine sur le chemin de laquelle fut découverte Rachel. L'enquête tente de trouver la logique des actions de Curtis. Pourquoi un soudeur ordinaire aurait-il besoin d'étudier l'horaire officiel du mouvement du matériel technique ? Dans ses tâches quotidiennes au travail, il n'y avait aucune nécessité de telles données. Le chef de section de Curtis confirma que les travailleurs de leur entreprise n'avaient jamais eu besoin de telles informations. Le document n'était manifestement pas accidentel. La police fixe cela comme une preuve importante qui indique le caractère prémédité des actions. Curtis Hale refuse d'expliquer pourquoi il avait besoin d'une telle information, invoquant le droit légal de ne pas témoigner contre lui-même. Son silence renforce les soupçons des détectives. Le même jour, les enquêteurs interrogent l'entourage de Curtis sur qui aurait pu lui transmettre l'horaire de mouvement de la draisine. Le collègue de Curtis, Tim S., devient une personne d'intérêt pour l'enquête. Tim travaille pour la même entreprise de soudure et était auparavant employé du service ferroviaire. Il maintient des contacts amicaux avec les répartiteurs et reçoit parfois d'eux des documents de service qui ne devraient pas tomber entre les mains d'étrangers. Tim nie avoir transmis des documents à Curtis et affirme qu'il ne s'était pas du tout intéressé à de telles informations ces dernières années. Cependant, l'enquête le place sous surveillance comme possible complice, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves directes contre lui. Continuant l'inspection de la maison de Curtis, l'enquêteur trouve sur la table du salon un ticket de magasin ordinaire. L'achat fut effectué le 4 septembre dans le magasin de bricolage Hinton Hardware, connu en ville pour ses articles de maison et de réparation. Dans la liste des articles achetés figurent plusieurs outils de construction, et parmi eux, des liens plastiques de résistance renforcée. Le criminologue qui étudie les indices trouvés sur le lieu de l'incident informe que le marquage des liens utilisés pour fixer Rachel correspond exactement au modèle indiqué sur le ticket. La police comprend que c'est un indice important. Curtis avait personnellement acheté des attaches correspondant à la preuve. Cela le place dans une position extrêmement vulnérable face à l'enquête. Maintenant, l'attention des détectives se tourne vers le passé et la situation financière de Curtis et Rachel Hale. La police doit découvrir quelles circonstances auraient cessé pu pousser Curtis au crime. Le motif pourrait être beaucoup plus profond qu'une simple jalousie ou rancune du divorce. L'enquête passe doucement à l'étude des documents financiers et de l'histoire du couple, pour trouver des conflits cachés et des raisons qui auraient pu mener aux conséquences tragiques. Le 9 septembre, les enquêteurs arrivent à la compagnie d'assurance à Jasper pour découvrir les détails des assurances de Rachel Hale. Il s'avère rapidement que Rachel avait 2 polices actives, une de l'employeur et une personnelle, renouvelée par elle en 2022. Pour une raison étrange, le seul bénéficiaire de la police personnelle reste son ex-mari, Curtis Hale, bien que le couple ait officiellement divorcé avant le renouvellement du contrat. À la demande des données d'archives, les employés de la compagnie transmettent à l'enquête la correspondance de Rachel avec l'agent de l'année précédente. Dans une lettre d'août 2022, elle demande clairement de laisser l'adresse et le nom du bénéficiaire sans changement, ne mentionnant pas le divorce et ne précisant pas les raisons d'une telle décision. Les criminologues vérifient en plus la signature et confirment l'authenticité de la lettre de Rachel. Le document est absolument fiable. Les enquêteurs sont perplexes. Dans les conversations personnelles, les connaissances caractérisaient Rachel comme une femme attentive et responsable. Elle oubliait rarement les documents importants et suivait toujours clairement ses obligations financières.
Pour comprendre pourquoi le bénéficiaire n'avait pas été changé après le divorce, les enquêteurs rencontrent les parents de Rachel, Peter et Sarah. La famille est ouverte au dialogue, mais extrêmement surprise par le fait de la conservation du nom de Curtis dans l'assurance. Sarah suppose que sa fille aurait pu simplement oublier ou, peut-être, qu'elle était pressée et ne voulait pas approfondir les affaires papier. Cependant, les enquêteurs ne sont pas satisfaits de cette version. Selon eux, une coïncidence de ce genre est peu probable. Cette décision semble être un pas conscient de Rachel, dont les raisons restent inconnues. Les parents n'ajoutent rien, soulignant seulement que leur fille ne partageait pas avec eux de telles nuances de sa vie personnelle. Au cours de la conversation, Sarah, la mère de Rachel, avance une hypothèse inattendue. Elle suppose que Rachel et Curtis auraient pu décider d'un départ commun de la vie. Les parents connaissaient de la tension entre les ex-époux, mais pensaient que leur fille n'avait pas complètement rompu le lien émotionnel avec Curtis. Dans la théorie de la mère, l'événement tragique sur les voies aurait pu être parti d'un plan mutuel. Cette version devient une fausse piste. Bientôt, les criminologues excluent complètement la possibilité d'un départ volontaire de Rachel. Les preuves du lieu de l'incident témoignent clairement du caractère violent de ce qui s'est passé. Un fait plus important, découvert par l'enquête au cours de l'investigation financière, remet en question beaucoup de conclusions précédentes. Une semaine avant la mort de Rachel, 15 000 $ canadiens furent débités du compte des ex-époux. Le retrait fut effectué depuis une adresse IP inconnue. Les spécialistes de la banque affirment que la transaction passa par le système d'accès à distance et ne correspond à aucun lieu de résidence ou de travail connu de Rachel et Curtis. Les experts de sécurité de la banque informent immédiatement que l'argent fut débité sans la vérification d'identité habituelle dans de tels cas. Cela aurait pu être fait par quelqu'un ayant un accès complet aux données bancaires du couple, y compris les mots de passe et l'authentification. Ce fait devient un signal alarmant et renforce les soupçons de l'implication d'une tierce personne. Il est clair pour les enquêteurs, il faut découvrir d'urgence qui exactement était derrière le retrait d'argent depuis l'IP inconnu. Pour cela, la police prévoit d'engager une expertise technique pour établir la géolocalisation du retrait et identifier l'utilisateur. Aussi, au centre de l'attention de l'enquête se retrouve à nouveau l'ami du couple, Jason L. Son alibi avec le stream nocturne n'est pas confirmé définitivement. C'est maintenant que les experts techniques doivent étudier en détail son activité numérique dans la nuit de la mort de Rachel. Le matin du 10 septembre, les enquêteurs reçoivent un appel inattendu du garde forestier local, Robert Green. Robert affirme qu'il dispose d'un enregistrement vidéo important, fait par une caméra automatique installée sur une tour d'observation d'incendie. L'enregistrement en time-lapse fut mené dans la nuit de l'incident et aurait pu fixer des détails significatifs. Les experts étudient l'enregistrement obtenu du garde forestier. La caméra fixait ce qui se passait dans la zone du camping avec une fréquence d'une image toutes les 2 secondes et clairement fixait ce qui suit. À 23h05, un véhicule entre dans la zone d'observation, se dirigeant vers le camping abandonné. Les phares s'allument à l'écran, puis disparaissent dans les profondeurs de la forêt. L'enregistrement continue dans un rythme monotone. Rien ne se passe jusqu'à 0h17. C'est précisément à ce moment qu'apparaît sur les images une faible tache de lumière d'une lampe de téléphone portable. La lumière se déplace le long d'un sentier forestier étroit vers la rivière et disparaît après 12 minutes, exactement à 0h29. Pendant presque 3 heures, rien ne se passe sur l'enregistrement vidéo excepté de rares reflets de lune et d'arbres. À 3h05, le véhicule apparaît à nouveau dans le cadre, les phares s'allument, et la voiture quitte précipitamment le lieu par le même itinéraire qu'elle était venue. Les experts techniques de la police étudient attentivement les images. Une dispute surgit entre eux. Les dimensions du véhicule sur l'enregistrement vidéo sont-elles identiques au Chevy Colorado fixé par les caméras routières la même nuit? L'analyse ne donne pas de réponse univoque. La résolution de la caméra ne permet pas d'identifier avec précision la longueur de la caisse au centimètre près. Les doutes persistent. Cependant, la similitude des contours et de l'éclairage des phares
est très convaincante. Les spécialistes inclinent vers la conclusion que le véhicule sur la vidéo est, très probablement, le même Chevy. En même temps, un des détectives avance la version d'un possible second véhicule. Il insiste que c'est précisément un second véhicule qui aurait pu aider à quitter le lieu de l'incident, expliquant pourquoi sur l'enregistrement on ne voit qu'une seule personne dans la cabine au retour. En théorie, cela semblait logique, mais fut rapidement vérifié. Les caméras voisines, installées le long de Highway 16 et d'autres routes proches, ne fixent pas dans la nuit de l'incident d'autres transports se dirigeant vers la zone du camping. Ainsi, la version du second véhicule s'avéra erronée et fut rapidement écartée. D'autres voitures sur l'enregistrement de la garde forestière ne sont pas non plus présentes. Le moment le plus important du time-lapse fut découvert lors d'un visionnage plus détaillé des images prises au moment de la sortie du véhicule. Malgré la qualité médiocre, les experts établissent sans équivoque qu'à l'intérieur de l'habitacle n'est visible qu'une seule source de lumière, le tableau de bord du côté conducteur. Est absent un second reflet de lumière caractéristique, habituellement créé par les téléphones portables ou autres appareils du passager. Cela confirme encore une fois que le conducteur roulait seul. Les enquêteurs fixent ce fait comme significatif. Rachel ne se trouvait pas dans le véhicule au voyage de retour. Cela confirme sans équivoque le caractère criminel de sa disparition, excluant toute supposition sur un abandon volontaire du lieu des événements. Après l'étude attentive de l'enregistrement time-lapse et l'abandon de la fausse version du second véhicule, l'enquête se concentre à nouveau sur la vérification de l'alibi de Jason L., l'ami de la famille, qui affirme qu'il menait un stream de jeu dans la nuit de la mort de Rachel. C'est maintenant que les enquêteurs dirigent les efforts techniques pour confirmer ou réfuter cet alibi, car tout lien de Jason avec le lieu du crime pourrait devenir un indice clé. Le 11 septembre, les spécialistes techniques de la RCMP vérifient définitivement l'alibi de l'ami de la famille, Jason L. Il affirmait que dans la nuit de l'incident, il menait une transmission directe de jeu sur la plateforme Twitch depuis sa maison à Edmonton. Les détectives étudient minutieusement sa trace numérique, tentant de comprendre si Jason aurait pu être impliqué dans ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'indirectement. Les experts de la police montée royale du Canada, conjointement avec les représentants de la plateforme Twitch, confirment officiellement l'authenticité du stream de Jason L. La transmission directe commença à 22h15 et dura sans interruption jusqu'à 3h40. L'adresse IP de la transmission est enregistrée à l'adresse de résidence de Jason à Edmonton. Les spécialistes techniques notent particulièrement que le visage de Jason se trouvait pratiquement toujours dans le cadre en gros plan. Tous les terres, il interagissait activement avec le chat en temps réel. Substituer la transmission ou utiliser du matériel préenregistré est techniquement impossible. Cela est complètement exclu. L'enquête reconnaît que l'alibi de Jason est indiscutable et qu'il ne pouvait pas physiquement être sur le lieu de l'incident à l'heure indiquée. Les experts de la RCMP vérifient séparément la version selon laquelle quelqu'un aurait pu mener le stream à la place de Jason, utilisant des deepfakes ou du montage vidéo. Cependant, les spécialistes de Twitch nantent catégoriquement cette possibilité. Les marqueurs numériques et les fichiers de log sur les serveurs de la plateforme montrent clairement que la transmission était menée en direct, précisément depuis l'ordinateur de Jason L. Le visage dans le cadre, sa mimique, ses réactions et réponses aux questions du chat, tout est sans équivoque authentique. La version de la substitution est complètement exclue. Ainsi, tous les doutes sur l'authenticité de l'alibi de Jason se ferment définitivement. Après une vérification minutieuse, la RCMP retire officiellement à Jason L. le statut de possible suspect ou complice. Son alibi numérique est reconnu comme absolument fiable et confirmé. Jason est transféré au statut de témoin sans prétention. Cependant, les détectives trouvent dans les correspondances personnelles de Jason encore un détail important, capable de changer la vision des circonstances du crime. Dans sa correspondance sur le messager Discord est découverte une phrase envoyée à une connaissance le soir du 6 septembre, un jour avant l'incident, avec l'information que Kurt pense se rencontrer la nuit avec elle. Cette information fait se tendre les enquêteurs.
Au cours d'une analyse supplémentaire, il s'avère qu'auparavant, le même jour, Jason avait parlé avec Curtis au téléphone. Curtis, selon Jason, avait mentionné qu'il espérait convaincre Rachel de se rencontrer personnellement pour régler quelques questions personnelles. Jason perçut cela plutôt comme un ragot et le partagea avec un ami. Jason lui-même affirme qu'il n'y attacha pas d'importance, puisque Curtis se plaignait souvent des difficultés dans les relations avec son ex-épouse. Ainsi, apparaît une confirmation que Curtis planifiait d'avance une rencontre avec Rachel, et cette information était connue d'une tierce personne, Jason. Mais l'implication de Jason lui-même n'est pas confirmée. Il ne fut que fortuitement informé des plans de l'ex-mari de Rachel. Maintenant, l'enquête reporte son attention sur Curtis Hale. La question principale devient l'étude de la correspondance et des conversations téléphoniques de Curtis lui-même pendant plusieurs jours avant l'incident. Il est important d'établir à qui d'autre il aurait pu raconter ses plans et jusqu'où allait sa préparation. Le matin du 12 septembre, le groupe d'enquête se rend au cabinet juridique à Jasper, où l'avocat de la famille Hale révèle un problème financier significatif de Curtis. Selon les documents officiels, Curtis Hale est obligé de payer une dette de 220 000 $ canadiens avant le 1er octobre de l'année en cours. Ce fait donne à l'enquête un nouveau motif de poids. En étudiant les documents, les enquêteurs obtiennent de l'avocat une copie de la notification officielle du 30 et 1 août adressée à Curtis. La lettre du cabinet juridique rappelle durement à Curtis la date limite de paiement et informe qu'en cas de non-exécution des obligations, des mesures judiciaires de recouvrement de créances seront entreprises contre lui. Cette somme n'était pas connue auparavant. Même les proches connaissances de la famille Hale ne soupçonnaient pas la gravité des difficultés financières de Curtis. L'enquête note que la date de notification, 31 août, seulement une semaine avant l'incident, ce qui aurait pu servir de puissant déclencheur aux actions du suspect. Parallèlement, les experts du département financier de la police reviennent à la transaction qui avait éveillé des soupçons particuliers de l'enquête. Rappelons qu'une semaine avant la tragédie, 15 000 $ canadiens furent débités du compte de Curtis et Rachel Hale via une adresse IP inconnue. Maintenant, après l'obtention de logs bancaires supplémentaires, il devient évident. La transaction fut effectuée directement depuis le compte business de Curtis Hale, ce qui est confirmé par les signatures numériques et les logs d'autorisation. Ainsi, l'adresse IP inconnue auparavant devient une preuve supplémentaire contre Curtis. L'argent fut retiré précisément de son compte et utilisé par lui personnellement. Séparément, les enquêteurs revérifient de la version exprimée auparavant par la mère de Rachel sur un possible départ volontaire. L'expertise médico-légale exclut officiellement cette théorie. Dans le rapport de laboratoire est indiqué que dans l'organisme de Rachel étaient absentes les substances sédatives qui auraient pas pu confirmer la théorie du départ volontaire ou du refus de lutte. Les experts fixent aussi des traces de résistance, excluant le caractère volontaire de l'incident. L'enquête ferme officiellement cette fausse piste. Ensuite, l'attention des experts se porte sur le lieu du renouvellement de l'assurance de Rachel, selon laquelle Curtis devait devenir bénéficiaire en cas de tragédie. Les spécialistes, ayant soigneusement vérifié les signatures numériques et l'IP, trouvent une nuance technique importante. Le renouvellement de la police d'assurance personnelle de Rachel fut effectué via un Wi-Fi public dans un café routier près de Parkside. Les enquêteurs vérifient immédiatement les documents financiers du café pour le jour et l'heure indiqués. En résultat, est découvert un ticket de café payé personnellement par Curtis Hale. L'heure coïncide avec le moment du renouvellement d'assurance via le réseau public du café. Ainsi, les enquêteurs fixent le fait que Curtis, probablement, contrôlait personnellement ou accomplissait cette action. Cela remet en question toutes les versions précédentes selon lesquelles Rachel aurait accidentellement oublié de changer le nom du bénéficiaire après le divorce. De plus en plus de preuves confirment que Curtis avait consciemment laissé son nom dans ce rôle. Maintenant devient absolument évidente l'importance du ticket du magasin Hinton Hardware trouvé auparavant, sur lequel fut fixé l'achat de liens de construction identiques à ceux utilisés lors de l'incident. Les enquêteurs reviennent à l'étude des circonstances et intentions de Curtis liées à cet achat. Apparaît la nécessité d'approfondir la recherche pour savoir si ces achats faisaient partie d'un plan prémédité ou d'une simple coïncidence.
Le 13 septembre, les propriétaires du magasin Hinton Hardware fournissent volontairement à l'enquête l'enregistrement vidéo des caméras de surveillance du 4 septembre. C'est précisément ici que fut effectué l'achat de liens de fixation identiques à ceux trouvés sur le lieu de l'incident. L'enregistrement permet à la police de regarder pour la première fois l'identité de l'acheteur. L'enregistrement CCTV haute résolution fixe le moment de l'achat. L'acheteur, en entrant dans le magasin, porte un buff sombre cachant la plus grande partie du visage. Seuls les yeux et la partie supérieure de l'arête du nez sont visibles. Au moment où l'acheteur tend la main vers la marchandise, la caméra fixe clairement un tatouage remarquable avec le texte Miller ARC sur l'avant-bras. C'est le nom de l'entreprise de soudure locale où, rappelons-le, travaille Curtis Hale. Quand l'acheteur s'approche de la caisse, il retire le buff une seconde pour utiliser Face ID pour le paiement par smartphone. La caméra fixe la partie inférieure du visage de la personne. La qualité de l'image s'avère moyenne, mais manifestement suffisante pour effectuer une comparaison de base avec les photos existantes des suspects. L'expert criminologue en reconnaissance faciale étudie attentivement l'image vidéo obtenue. Après une évaluation primaire, le spécialiste conclut que la personne sur la vidéo, par la structure de la mâchoire, la forme du menton et d'autres signes, ressemble beaucoup à Curtis Hale. Cependant, officiellement, l'expert ne peut donner une certitude à 100% à cause de la détaillisation moyenne de l'image. Il recommande une vérification supplémentaire et une comparaison avec d'autres matériaux. Les employés de police s'entretiennent séparément avec le caissier du magasin qui avait servi l'acheteur ce jour-là. Le caissier informe avec assurance qu'à la première tentative de paiement, l'acheteur utilisa une carte bancaire. Le caissier se souvint clairement du nom du propriétaire de la carte, Tim C. Cette information soulève immédiatement de nouvelles questions et soupçons des enquêteurs concernant le collègue de Curtis, Tim, déjà tombé dans le champ de vision de la police. Néanmoins, après l'étude des relevés de transactions, les enquêteurs découvrent que l'opération par carte fut annulée pratiquement immédiatement après la tentative. À la place, l'acheteur effectua le paiement final sans contact, utilisant un smartphone. Ainsi, la version avec la participation de Tim devient moins probable, mais sa carte sur le lieu de l'incident nécessite des éclaircissements. Une demande supplémentaire à la banque clarifie définitivement la situation avec le paiement. L'opération par la carte Tim C fut effectivement annulée à cause d'une erreur d'identification Face ID. En résultat, l'acheteur passa immédiatement au paiement de réserve via smartphone. La banque confirme officiellement que la transaction finale fut effectuée précisément depuis le téléphone personnel de Curtis Hale, ce qui est fixé par les logs numériques et les données GPS du smartphone. Ainsi, malgré l'élément troublant avec la carte de Tim, les preuves numériques indiquent définitivement Curtis. Après ces découvertes, les détectives décident de convoquer immédiatement pour interrogatoire Tim, le collègue de Curtis Hale. Maintenant, la question clé devient la clarification des raisons de l'utilisation de sa carte bancaire sur le lieu d'achat lié au crime. Les enquêteurs doivent déterminer si Tim était complice de Curtis ou s'il devint victime d'une tentative de brouiller les pistes de Curtis. Le 14 septembre, les enquêteurs interrogent le collègue de Curtis, Tim S. Les questions se concentrent autour de la carte bancaire de Tim découverte lors de la tentative de paiement des achats à Hinton Hardware. Rappelons que là furent achetés les liens de fixation liés à l'incident. Tim S. À l'interrogatoire semble nerveux, mais raconte clairement qu'il avait effectivement donné sa carte à Curtis Hale pour effectuer un achat à Hinton Hardware. Il affirme qu'il l'avait fait à la demande personnelle de Curtis, qui expliqua la situation par le fait qu'il avait oublié sa carte à la maison. Tim ajoute que Curtis tenta immédiatement de payer avec sa carte, mais un problème surgit avec Face ID. Par conséquent, Curtis paya l'achat via son téléphone, et la carte de Tim ne fut pas utilisée dans la transaction finale. L'enquête réexamine la vidéo de la caméra du magasin et confirme les déclarations de Tim. Le système Face ID rejeta effectivement la tentative de paiement par la carte de Tim, après quoi fut utilisé le paiement depuis le téléphone appartenant précisément à Curtis. Quand les enquêteurs demandent pourquoi Tim accepta si facilement de donner sa carte,
Celui-ci répond simplement « dette de collègue ». Tim explique que Curtis l'avait aidé auparavant dans la réparation de la maison. Donc quand il demanda la carte, Tim perçut cela comme un service domestique ordinaire. Selon ses mots, il était sûr qu'il s'agissait d'acheter des matériaux de construction et non quelque chose de suspect. Pour retirer définitivement les soupçons de Tim, les enquêteurs demandent le journal des passages de l'usine de soudure Miller ARC, où travaillent Tim et Curtis. L'enregistrement montre clairement que le 6 septembre, le soir, quand se déroulait supposément la préparation à l'incident, Tim retourna officiellement à l'équipe de nuit à 23h35. Cela est fixé par sa carte d'accès personnelle et les caméras de l'usine. Compte tenu des cadres temporels et de la distance, Tim ne pouvait pas physiquement participer aux événements ultérieurs. Ainsi, les soupçons sont officiellement retirés de Tim, son statut de possible complice est fermé définitivement. Parallèlement à l'interrogatoire de Tim, les criminologues effectuent une expertise supplémentaire des matériaux découverts sur le lieu de l'incident. Ils étudient en détail la sangle de chargement utilisée lors de la fixation de Rachel Hale aux voies. Les experts découvrent, dans le bord plastique de la sangle, des microparticules spécifiques de flux de soudage de marque ER 70S6. C'est un matériau de soudage souvent utilisé par les professionnels précisément pour les constructions de haute résistance. L'enquête effectue immédiatement une perquisition répétée du garage de Curtis. Sur la table de travail est découverte une meuleuse, sur la surface de laquelle se trouvent aussi des restes du même flux de soudage. La coïncidence de la marque et de la composition chimique des microparticules de flux devient la preuve la plus importante. Les experts soulignent que la probabilité d'une coïncidence accidentelle de microparticules de matériaux de soudage est négligeable. Cela témoigne que la sangle subit un traitement à proximité immédiate du lieu de travail ou de l'équipement personnel de Curtis Hale. Toutes les preuves et indices indirects se rassemblent en une chaîne continue menant directement à Curtis Hale. Les enquêteurs commencent la préparation à la présentation officielle d'accusation et établissent un mandat d'arrêt. Les matériaux et preuves sont déjà plus que suffisants pour la détention. Le 2 février 2025, dans la salle du tribunal Court of King's Bench of Alberta, s'acheva officiellement l'examen de l'affaire de la disparition de Rachel Hale. Curtis Hale, ex-mari de Rachel, fut officiellement reconnu coupable de meurtre intentionnel au premier degré et de falsification de documents. Le procès judiciaire, qui dura presque 1 an et demi, rassembla définitivement toutes les preuves et leva tous les doutes restants. Curtis Hale nia tout ce temps son implication. Cependant, la base probatoire s'avéra indiscutable. Dans la partie finale du procès judiciaire, le procureur présenta successivement la chaîne de preuves qui, comme une mosaïque, se composèrent en un tableau sans équivoque. Premièrement, le fichier PDF trouvé sur l'ordinateur portable de Curtis avec l'horaire officiel du mouvement de la drésine ferroviaire. Les experts de criminalistique numérique confirmèrent la consultation multiple de Curtis de ce document 2 semaines avant l'incident. Deuxièmement, l'achat de liens de construction au magasin Hinton Hardware le 4 septembre. L'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance confirma la présence de Curtis au magasin et les logs bancaires, le paiement précisément depuis son smartphone. Troisièmement, l'enregistrement vidéo time-lapse de la tour d'incendie du garde forestier. La voiture de Curtis fut remarquée à l'heure exacte à proximité immédiate du lieu de l'incident. Les coordonnées GPS de son smartphone confirmèrent complètement le déplacement précisément de son véhicule dans l'intervalle de temps indiqué. Quatrièmement, les données des caméras LPR, License Plate Recognition. Ces caméras fixèrent clairement que dans l'habitacle du Chevy Colorado à 3h12 se trouvait seulement le conducteur. Cela confirma l'absence de passagers et réfuta toutes les versions sur le caractère accidentel de ce qui s'était passé. Cinquièmement, les particules microscopiques de flux de soudage de marque ER 70S6 sur la sangle plastique. C'était une preuve physique directe indiquant le lieu de travail de Curtis. Les experts démontrèrent de manière convaincante l'identité de ces microparticules avec celles trouvées dans le garage du suspect. Enfin, sixièmement, le Wi-Fi public dans le café routier d'où fut effectué le renouvellement de la police d'assurance de Rachel.
Les experts de sécurité numérique confirmèrent que la signature de Rachel fut falsifiée précisément par Curtis. Cela prouva le ticket de café payé par sa carte bancaire et les données de connexion du téléphone. La défense de Curtis tenta de contester l'accusation de falsification de signature, affirmant que le Wi-Fi étant public, le document aurait pu être signé par un inconnu. Néanmoins, le tribunal rejeta rapidement et sans équivoque cette version. Dans la décision du tribunal est clairement dit que la présence de la carte bancaire de Curtis utilisée au café au moment de la signature de l'assurance, ainsi que sa proximité immédiate à l'appareil depuis lequel fut effectuée la transaction, excluant la possibilité de participation d'une tierce personne, la salle du tribunal plongea à ce moment dans un silence complet. Il était évident que tous les arguments de la défense étaient épuisés. Le juge de la Court of King's Bench of Alberta annonça officiellement la sentence de Curtis Hale. Sur la base de preuves convaincantes, reconnaître Curtis Hale coupable d'accusation de meurtre au premier degré et de faux de documents. Assigner la peine. Emprisonnement à vie avec droit de dépôt de demande de libération conditionnelle seulement après l'expiration de 25 ans. Après l'annonce de la sentence retentit dans la salle un soupir de soulagement à peine audible. Les parents de Rachel, présents au procès du premier au dernier jour, écoutèrent silencieusement la décision du tribunal. Curtis conserva une expression de visage de pierre, ne manifestant aucune émotion. Menotté, il quitta la salle du tribunal en compagnie de l'escorte. Malgré l'achèvement du procès principal, le tribunal indiqua séparément la nécessité de continuer l'enquête de l'affaire concernant la falsification de la police d'assurance. Le représentant de la compagnie d'assurance qui s'exprima au tribunal déclara que la police fut établie avec de grosses violations, ce qui admet la possibilité de participation ou de négligence de tierces personnes. Cette affaire fut séparée en procédures distinctes. Ainsi, l'enquête n'est pas encore complètement achevée. L'affaire du possible complice ou participant à l'escroquerie d'assurance resta ouverte et sera examinée séparément.